Donc je vous présente Madame Véronique Jouve, qui est la fille de Monsieur Georges Kiss, que vous avez à l'écran, qui était un des principaux chercheurs de la Haute-Vallée de l'Aude, et pas tant sur le mystère de Rennes-le-Château, qu'il ne prenait pas trop au sérieux, que sur les Templiers, l'histoire locale des Templiers, qui est pleine de zones d'ombre et de creux qui regorgent de clés, de pistes de recherche, pour expliquer le mystère de Rennes d'ailleurs. Mais Georges était spécialisé sur l'histoire des Templiers, dans la Haute-Vallée, un peu en Catalogne. Vous avez ses ouvrages ici, en particulier celui-ci. Ses recherches d'authenticité sur les Templiers, paru en 2013. Il a également été le fondateur d'un centre d'études de recherche templière qui était basé à Campagne-sur-Aude et qui a eu un certain succès. Il y a eu un petit musée templier à Campagne-sur-Aude, puisque Campagne était le siège d'une préceptorerie de l'ordre du Temple. Ils avaient un moulin, ils avaient beaucoup d'installations sur l'Aude, en particulier à Campagne. Et donc Georges, il a créé un centre d'études qui a bien marché et dont Véronique nous racontera un petit peu l'histoire. L'origine, l'histoire et la fin, hélas. Et donc vous avez des bulletins, pour le coup, qui sont hors commerce, les bulletins publiés par Georges à l'époque où il s'occupait de ce centre d'études et de recherche, ici aussi avec ses livres. Voilà. Donc je te laisse la parole, Véronique, pour nous raconter un petit peu l'histoire et le parcours de l'homme et du chercheur que fut Georges Kiss. Merci. Bonjour. Il l'a fait, je suis Véronique. Voilà, je suis la fille de Georges Kiss. Donc voilà, je suis venue pour vous parler de mon père. Et après, on va parler du chercheur. Il était né en Allemagne, d'une mère originaire d'Esperaza, qui est tombée amoureuse. Ils ont été chassés de leur pays. Il est né à Leipzig, en Allemagne, et c'est devenu polonais. Ils ont été chassés. Ma grand-mère étant d'Esperaza, elle a pris ses enfants et elle est venue à Esperaza. Donc il est arrivé à Esperaza, il avait 11 ans. Il ne parlait pas un mot de français, bien entendu. Et voilà, il a grandi à Esperaza. C'est vraiment une région qu'il a aimée énormément. Et voilà, il a grandi à Esperaza, il est allé à l'école, il aimait beaucoup tous ses copains, il se promenait. Il montait souvent à Rennes-le-Château à pied, parce que Rennes-le-Château c'était un petit village. C'était sympa, il y avait plein de grottes, mais il n'y avait pas l'histoire du curé encore. Et il a vu un jour arriver une nouvelle famille, la famille Corbu. Voilà, et c'est de là qu'est partie plus ou moins l'histoire de Rennes-le-Château, dont je ne parlerai pas du tout, c'est pas mon... Voilà, donc il a connu les usines de chapeaux à Esperaza, il a travaillé quand il était tout petit comme commis, comme beaucoup d'enfants, on commençait là, il emmenait les courriers à droite à gauche, c'est un commis. Ensuite, en grandissant à Esperaza, ils ont ouvert une harmonie chapelière, donc il a appris la musique, ça lui plaisait énormément, il a toujours adoré la musique. Il a appris à jouer et après il a fait partie de l'harmonie chapelière et il faisait les sorties 14 juillet, tout ça. Et il y avait à Esperaza le carnaval, ce sont les ermites, c'est vraiment d'Esperaza. Et là c'est pareil, ils faisaient les sorties avec ce qu'ils appelaient les cantareilles. Donc ils allaient chez les gens, ils jouaient de la musique, ils chantaient, ils recevaient un coup à boire, un bout de jambon et c'était des nuits entières très fatigantes. Voilà, donc il s'est vraiment, c'était comme on le voit, un monsieur, bon, il a eu les cheveux noirs avant ça, donc c'était vraiment quelqu'un qui avait plus l'air d'ici, d'Esperaza. Beaucoup de gens le prenaient pour quelqu'un d'Esperaza. Il avait appris à parler occitan comme les gens d'Esperaza, il avait l'accent d'Esperaza. Enfin, quand il disait je suis allemand, les gens ne voulaient pas le croire en général. Et il s'est promené dans plein d'endroits, dans tous les chemins, dans les montagnes, il pouvait vous parler de la montagne la plus loin qu'on voyait, il vous disait comment elle s'appelait, combien elle mesurait, il aimait tout, il aimait les arbres, il aimait la nature, et surtout ce qu'il aimait, c'était partager avec les gens, partager ses promenades, ses découvertes, voilà. Ensuite, bon, il a grandi, il s'est marié, il a acheté un terrain à Campagne-sur-Aude. Il est devenu peintre en bâtiment et il travaillait pour une entreprise à Campagne. Sa maison s'est construite
Et ils ont travaillé à l'église avec son patron. Et ils se posaient souvent des questions, les murs, ça lui plaisait, comment c'était construit, qui l'avait construit, qui y habitait. Et les gens racontaient tout et n'importe quoi. Et un jour, plusieurs personnes lui ont dit « Oh, mais tu sais, pour savoir, il faudra aller aux archives, mais un peintre, hein, un plus allemand, non, c'est pas pour toi les archives. Hein. » Alors, bien entendu, ça l'a piqué. Il est parti aux archives. Hein. Il est allé un peu à la mairie, en campagne, voir s'il y avait quelques documents. De là, ils sont allés avec sa femme, de ma mère. Ils sont allés à Carcassonne. De là, ils sont allés à Toulouse. Ils ont trouvé ce qu'on appelle le fond roc hein, de Malta. Oui. Merci. Et là-dedans, alors, il a trouvé des choses merveilleuses. Et là, il a trouvé beaucoup sur Campagne-sur-Aude, sur les Templiers, et sur notre région, mais qui a été habitée, rehabitée. Ça a vraiment été une région de passage. Alors, il a trouvé tellement de documents que, en les réunissant sur Campagne, sur le pont de Campagne qui a été construit, qui a été détruit par l'eau, parce que c'est un fleuve, hein. Il y avait énormément d'eau, il y avait les râteliers qui descendaient, qui venaient d'Axat et d'au-dessus d'Axat, qui descendaient jusqu'à Carcassonne, ramenaient le bois. À Campagne, il y a un gros moulin, et il s'est aperçu que ce moulin appartenait aussi aux Templiers. Et après, il a trouvé d'autres documents. Il y avait un grand moulin, 2 moulins à Espéraza, au confluent du Fabi et de l'Aude. Et voilà, bon, il a tellement de choses à découvrir, tellement de documents. En fait, c'était lui se régaler. Il a trouvé des gens qui partageaient sa passion. Et il nous en parlait souvent, à mon mari et à moi. Et on lui a dit, ben, écoute, monte une association. Ça te permettra sûrement d'avoir des gens qui viennent donner, qui viennent partager, qui viennent t'apporter des choses que tu ne sais pas faire. C'est bien joli de trouver des vieux documents, des vieux parchemins en latin médiéval, mais il faut le lire après tout ça, il faut le déchiffrer. Donc, il s'y est amusé un petit peu, mais c'est pas facile. Hein. Il connaissait Anne de Brenon, qui lui a parlé de monsieur Jean Duvernois. Et M. Duvernois, en sachant qu'il avait trouvé tant de documents, lui a dit « Mais viens chez moi, moi, je t'aiderai à les transcrire. » Donc, mon père est parti chez M. Duvernois à Toulouse. Hein, et M. Duvernois, et un peu mon père, ils ont transcrit, mais ils ont transcrit en latin. Et ensuite, à Campagne, on avait un monsieur, M. Boulbès, qui était professeur, ça a été mon professeur d'anglais, et au collège, et qui avait fait du latin, et lui a traduit les cahiers, lui a traduit tous les textes sur des cahiers. Sur les cahiers de brouillon, il a marqué Monsieur Boulbès, les dates, et j'ai tout ça chez moi, en archive, bien sûr. Alors, je précise que Jean Duvernois, excuse-moi, a traduit du latin médiéval ancien énormément de documents d'inquisition, en fait, qui étaient encore inédits sur le génocide cathare. Et c'est l'auteur de référence pour le coup sur les documents des inquisiteurs, sur les interrogatoires et les persécutions des Cathares. Il a fait des livres de référence sur l'histoire et la religion des Cathares. Et il a formé Georges pour le coup à la paléographie, c'est-à-dire la lecture, le déchiffrement des écritures anciennes, des écritures médiévales. Voilà, tout à fait. Et il y a donné envie et l'idée de s'inscrire à l'université de Toulouse. Et mon père, dans les années 93-94, a été inscrit comme un jeune à l'université et il est allé prendre des cours. Et ça a été une révélation de plus. Voilà, dans le premier livre qu'il a écrit, c'est celui-là. Il parle de Campagne-sur-Aude, donc de notre village. Et là, fini le métier de peintre en bâtiment. Là, il n'avait plus le temps. Il y avait trop de choses à faire. Donc, on a monté cette association, le CERT. Au début, la première année, on comptait une dizaine, une vingtaine d'adhérents, mais chaque adhérent a parlé à d'autres, a ramené du monde. Et après, il a été appelé, il a commencé à faire des conférences, et il est allé au Puy-en-Velay, il est allé en France, dans plein de départements, il a été connu, il a vu des expositions qui ont été faites. Et le maire de Campagne lui disait, tu sais quand même, maintenant tu as trouvé, c'est un fort templier, Campagne, c'est intéressant, ça serait bien qu'on le valorise un peu, et ça serait bien qu'on fasse peut-être une petite exposition ou quelque chose aussi, comme les autres. Et donc le maire de Campagne en a parlé à la mairie, ils nous ont prêté une salle,
et une exposition permanente a ouvert. Ça a duré 3 ans à peu près. On devait avoir une salle. Le maire a essayé d'acheter une maison dans le Fort Templier parce que ça aurait été vraiment un aboutissement. Cette maison ça a été achetée, mais malheureusement, le Conseil général n'était pas tout à fait d'accord qu'on fasse des trucs là. Il fallait remplir enfin, on n'était pas dans les normes. Voilà. Ils sont venus voir notre exposition. Ils ont estimé que c'était une exposition faite de bouts de ficelle. Hein. La première année, on a eu plus de 3000 personnes qui sont passées nous voir quand même. J'ai des cahiers, des livres d'or où les gens mettent, certains ne sont pas contents bien sûr, parce qu'il y en a toujours quand même. Hein. Et puis c'était pas, on peut toujours faire mieux. Mais on a des mots vraiment très très agréables qui encourageaient, quoi. Et voilà, donc le maire de campagne, mon père et d'autres personnes, on a essayé quand même un peu de faire du rentre-dedans, mais la politique et beaucoup de choses ont fait que Georges, comme je l'appelle, il a renoncé, il a dit c'est pas pour moi tout ça, il faut faire des dossiers, il faut aller faire des salam alek. Et non, moi j'ai des feuilles, j'ai des papiers, j'ai des recherches à faire, il faut que j'aille sur le terrain, il faut que j'aille voir le château là-bas qui est en ruine, il faut... Non, mais je ne veux pas. Donc, on a arrêté l'exposition, ce qui a été vraiment, vraiment dommage. Voilà, c'est un peu la Haute-Vallée de l'Aude. Dans tous ces documents, il a trouvé des documents qui ont pensé avoir disparu. C'est des documents sur un prêtre, le prêtre Beille, qui était d'Espezelle. Et pendant la Révolution, il avait refusé de prêter serment. Et il est parti se cacher. Mais manque de peau, comme ça arrive souvent, quelqu'un a dit aux gendarmes où il était caché. Les gendarmes sont montés de Quillan au plateau de Sceaux, sur le plateau de Sceaux, à pied. Oui, c'était une autre époque, ça ne se fait plus maintenant. Ils sont allés le prendre, ils l'ont mis en prison à Quillan, et ensuite ils l'ont amené à Carcassonne. Il a été très vite jugé et guillotiné sur une place à Carcassonne où il y avait une guillotine. Il y a encore normalement l'emplacement et il y avait un encadrement qui expliquait qu'il y avait une guillotine à cet endroit-là. Donc voilà, mon père a trouvé ces documents. Alors il y avait un article de journal qui était paru et ce livre, sans le faire exprès, est sorti pour le bicentenaire de la Révolution. Et voilà, donc c'était celui-là. Aspect de la Révolution, mais tous les livres sont aussi là-bas. J'ai essayé de ramener ce que j'ai pu. Aspect de la Révolution en Haute-Vallée de l'Aude. Ça parle d'Henri Beille, donc de ce prêtre, mais ça parle de beaucoup de choses, de Quillan, des gendarmes. Il a trouvé des documents sur les brigands du plateau d'Espezelle. Il a trouvé des documents sur l'église d'Alette qui a été démolie. Enfin voilà, donc ça, vu qu'il a trouvé des documents sur d'autres choses, il a continué à chercher, il a continué à faire des recherches, voilà, toujours pareil, sur le terrain, dans les archives. Il a rencontré une dame, Geneviève Claire, qui était suisse, et dont son père était dans une confrérie templière en Suisse. Donc il est allé les voir, il est allé aux archives à Fribourg, Suisse française, et il a trouvé des documents sur la Haute-Vallée de l'Aude, sur Carcassonne et tout ça, en Suisse, sur les Templiers, qui concernaient les Templiers. Et voilà, là il y a eu un article de journal qui disait AFA, Georges Kiss, l'homme qui lit le latin médiéval dans le texte. Ah, il a eu beaucoup de choses. Donc voilà, il a trouvé donc beaucoup de documents sur les Templiers qui étaient dans le coin, qui n'ont jamais été au Bézu, d'après lui, il n'y a jamais eu de documents, il n'en a pas trouvé du moins. Et voilà, il a écrit ce livre ensuite des Templiers en Orazès. Alors, bon, il y a des articles qui ont été écrits, jolis, je vais pas arriver à les lire, hein, mais si des gens veulent les consulter, je peux les faire passer ou après on peut les regarder. Là, c'est une photocopie, bon, qu'on ne voit pas trop, mais de documents qu'il a trouvé sur Campagne et sur les Templiers. Il a retrouvé un document sur
un procès qu'il y a eu par rapport aux Templiers à Campagne-sur-Rhôde, qui avaient acheté le fort Templier. Et là, donc, il a marqué recherche archivique Georges Kiss, transcription Jean Duvernois et traduction Marcel Boulbès. Et ça, c'est dans un des livres. Voilà, ça c'était ce qu'on y a ramené aux archives de Toulouse. Voilà, tous ces documents, dans cette petite caissette, il y a 50 documents, 50 parchemins écrits en latin médiéval. Si tu veux parler un peu. Vas-y. Parmi les pépites qu'il a exhumées des archives, il a été très fier de me montrer ça, parce qu'il savait que je m'intéressais au Qatar. L'acte d'excommunication de Simon de Montfort, en fait. Qui sait que Simon de Montfort est mort excommunié par l'archevêque de Narbonne, qui était la principale autorité ecclésiastique d'Occitanie. L'archevêque de Narbonne avait le titre de marquis de Gothie aussi. Hein. Et en 1216, donc 2 ans avant sa mort, hein, en 1218, devant le siège de Toulouse, bien, Simon de Montfort a été excommunié par l'archevêque Arnaud de Narbonne. Et Georges avait trouvé ce document, cet acte, dans l'inventaire du notaire Anton Roch, constitué en 1640, où figure un document par lequel le dit archevêque, assisté des évêques et suffragants, excommunia Simon, comte de Montfort, lequel Montfort devait mourir donc, 2 ans plus tard, en 1218, aux portes de Toulouse, la gueule fracassée par une pierre envoyée par des femmes. Hein. Ça aussi, c'est important. Et suite à quoi, sa dépouille mortuaire a été située à la basilique Saint-Cels et Saint-Nazaire de Carcassonne, donc dans la cité de Carcassonne, pile poil sur le méridien 0, hein, où elle a fait l'objet d'une messe quotidienne depuis lors, depuis presque 700 ans. Il fallait bien ça hein, pour un mercenaire excommunié par ceux-là même qui avaient commandité sa campagne de terrorisme en Occitanie, là où l'excommunication est une opération de magie noire, hein, littéralement. Hein. Parce qu'il y a très longtemps sous l'Antiquité, les mages, les prêtres, les docteurs rivaux enfin, se combattaient à coups d'opérations magiques, d'actes de magie noire. Plus le temps a passé, plus les effets se sont atténués de ce genre d'opération, mais au départ, une excommunication, il y en a qui en mouraient, hein, littéralement. Ça les faisait dépérir. Au Moyen-Âge, ça avait encore un poids moral, psychologique très important. Et officiellement condamné à l'enfer éternel. Tu ne pouvais plus aller à l'église, tu ne pouvais plus te faire enterrer, et après la mort, tu étais condamné à l'enfer éternel. Ça, la grande majorité des gens y croyaient. Donc c'est ce qui est arrivé à Simon de Montfort. Voilà. Et si ce n'est pas motivé donc, sur le parchemin de ce notaire, il est connu cependant que Montfort, le seigneur de Lévis et d'autres de ses proches avaient déjà été accusés par l'archevêché de Narbonne d'actes innommables commis sur les habitants de Narbonne, à tel point que le roi de France, en personne, avait dû intervenir à plusieurs reprises pour mettre un frein à leurs exactions. De quoi, pour finir, se demander comment une telle information avait pu rester aussi longtemps oubliée dans l'inventaire du XVIIe siècle. Évidemment, chercher l'erreur, à qui profite le crime ou à qui profite l'oubli d'une telle information qui, encore une fois, suffit à... Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que ça, a posteriori, c'est sûr, mais c'est ce genre de choses qui détruit des égrégores, en fait. La croyance générale de propagande que l'Occitanie appartient au roi de France à travers les annexions, les conquêtes qu'ils ont faites partout là où il est possible et imaginable, en fait, tout cela est nul et non avenu. Ça revient à dire que la mainmise, la propriété de Paris sur Toulouse et de la France sur l'Occitanie est caduque. Nul, mais non avenu, puisque le conquérant a été excommunié, avant même de pouvoir transmettre ses conquêtes par un acte écrit officiel quelconque. Donc, ça a une valeur.
Ça contribue à, encore une fois, je vous dis, à percer et à vider un égrégore, un agrégat psychique alimenté par la croyance qu'il s'est passé ça. En fait, ce qui s'est passé a été annulé par ceux-là même qui l'avaient provoqué. C'est pas anodin. Voilà, autre chose que j'ai retrouvé dans mes archives, puisque Georges était un habitué du parage, hein, il a pris la parole quasiment chaque année, puis quand il prenait pas la parole, il venait voir les copains, discuter. Donc ça a vraiment été un fidèle. Et lors de l'édition 2019, j'avais tenté un petit entretien préparatoire à chacun de mes intervenants que j'avais publié sur un blog qui contenait le programme du festoche. Donc Georges n'était pas très loquace à l'écrit, je lui ai fait des questions qui sont beaucoup plus longues que ses réponses, mais ça vous donne une bonne idée de l'état d'esprit dans lequel il était. Voilà, donc je vais vous en donner lecture, ce sera assez rapide. Dans tes recherches d'authenticité, donc son livre sur les Templiers de 2013, tu soulignes le véritable but de la première croisade pour les papes, s'emparer de Jérusalem et s'arroger la possession et l'exploitation exclusive des lieux saints, y compris en essayant d'éliminer Godefroy de Bouillon en personne à Voile du Saint-Sépulcre. Il y a eu une tentative d'assassinat de Godefroy de Bouillon de la part de la racaille romaine. Ce fut au point que les catholiques torturèrent les prêtres chrétiens du Saint-Sépulcre. Il y avait déjà des prêtres au Saint-Sépulcre avant l'arrivée des croisés et des catholiques. Et les catholiques les ont mis à la torture pour que les mecs crachent le morceau, c'est-à-dire qu'ils leur disent où était cachée la vraie croix. Quand je vous dis qu'on a affaire à une mafia, en toute rigueur, les catholiques ont donc violé et profané les lieux saints, la sépulture de Jésus-Christ. J'en parle pas d'un caillou quelconque. Quelle motivation pouvait-il donc avoir pour en arriver là? Quel enjeu réel représentait la possession des lieux saints? Réponse très laconique de Georges. Il y avait déjà un patriarche chrétien à Jérusalem qui a dû s'enfuir au dernier moment parce qu'il était chrétien et non catholique. C'est l'intitulé de leur religion catholique, catholicos universelle en grec, et romaine, donc impériale. Ils veulent dominer le monde, c'est tout. J'ai tendance à dire qu'on ne peut pas être chrétien et catholique, hein, il faut faire un choix. Donc on a quand même là l'illustration de d'une réalité native, hein, fondatrice, hein, du christianisme en Occident, c'est-à-dire la rivalité, même la haine entre le clergé régulier, c'est-à-dire que les gens qui sont un peu à l'écart du monde, dans des monastères, des abbayes, des cloîtres, comme les bénédictins, qui eux ont recyclé vraiment un héritage gnostique, hermétique, alchimique, druidique. Ça, c'est les bénédictins, c'est particulièrement le cas des bénédictins. Donc entre le clergé régulier, qui suit une règle, et le clergé séculier, c'est-à-dire les gens qui vivent dans le siècle, c'est-à-dire qui sont dans le pouvoir temporel, qui perçoivent des impôts, des taxes, et qui se comportent comme des seigneurs, et qui n'ont strictement rien de chrétien. Et entre les réguliers et les séculiers, c'est depuis toujours la haine. Et là, on a affaire donc aux séculiers qui se prennent pour voilà, les rois du pétrole et pour qui tous les coups étaient permis. Georges ne pouvait pas les blairer, et moi non plus, voilà. Donc, voilà, il continuait à trouver des choses extraordinaires. Hein. Il essayait d'en parler un peu autour de lui. Il y a les gens qui étaient accrochés, qui étaient d'accord avec lui, qui aimaient faire des recherches et comprendre pourquoi on nous raconte des bêtises et on reste sur ces idées fondées, alors qu'il y a des documents qui prouvent tout à fait le contraire. Hein. Et voilà, donc il a vu des gens qui sont venus de plus en plus nombreux au cerf et ça lui a donné des ailes. Hein. Et voilà, un jour il a communiqué avec la société d'études de Bruges, hein, Belgique, hein, et lui ont envoyé le texte original de la règle des Templiers qu'ils avaient dans leur... qu'ils avaient. Voilà. Donc au fur et à mesure du cerf, des découvertes et tout ça, on a commencé à faire des cahiers d'études. Hein. Sur ce qu'on trouvait, sur les expositions qu'il faisait, sur tout ça. Donc, des bulletins, on les écrivait, il les envoyait en général aux adhérents.
C'était une histoire de famille au départ. Mon père était documentaliste, hein, puisque c'est lui qui courait partout pour aller chercher des documents, pour aller faire des photos sur les lieux, pour aller faire des heures de marche pour retrouver un château dans la campagne, et avec plaisir, et avec les amis. J'ai un ami de lui, là-bas au fond, Philippe Pigot, qui l'a énormément accompagné jusqu'au dernier moment dans ses balades, les vagabondages de Georges. Et voilà, donc au fur et à mesure, on faisait ça. Cette association, oui, au début, était composée de sa fille qui habitait à côté, ma soeur qui habitait à côté de chez lui, qui était secrétaire de métier. Non, ça a été la secrétaire, comptable et tout ça de l'association. Moi, j'étais la présidente, parce que quand ça va, je parle bien. Et Georges, le documentaliste, il fallait... Voilà. Et après, tout doucement, le bureau a pu s'agrandir. Des gens sont venus, on a des gens de Paris qui sont venus, qui venaient régulièrement pour les assemblées générales, pour des colloques, pour beaucoup de choses qui venaient, qui nous invitaient. On a travaillé beaucoup, comme il vous l'a dit, du côté de Saint-Paul-de-Fenouillet, à Jarnac. À Jarnac, il y avait eu des expositions. Saint-Arnac. Saint-Arnac, merci. Bon, heureusement qu'il y a déjà. Et voilà, donc au fur et à mesure, on faisait ces cahiers d'études, on partageait, les gens nous écrivaient, nous répondaient, nous disaient s'ils étaient d'accord, pas d'accord, s'ils avaient trouvé aussi des documents pour approfondir, et ça a été vraiment, vraiment des années merveilleuses. Donc il a écrit un petit fascicule qui s'appelle « Le gardien secret du temple de Campagne ». Il en a écrit un autre, La croix inversée, ça aussi, la croix des Templiers, ça ça fait parler, encore. Hein. Là, il a sa carte de membre en Suisse, hein, c'est la carte quand il allait à Fribourg, à la bibliothèque, hein, et donc il prenait souvent des documents où des fois il leur écrivait simplement, et eux faisaient des recherches pour lui, et lui envoyaient des photocopies, comme quoi il était quand même un peu pris au sérieux, je pense. Voilà, on a continué toutes les années à faire, normalement, une fois par trimestre, on faisait ces cahiers d'études. Alors les cahiers d'études, il les faisait sur un ordinateur, il était beaucoup plus doué à aller se promener, faire des photos que sur l'ordinateur, mais avec l'aide de ma sœur et de mon mari beaucoup. Il écrivait des textes, il mettait ses photos, alors c'était vraiment des bouts de ficelle, hein. Il découpait des morceaux, il collait sur les papiers, enfin, à la fin, quand il allait souvent dans les grandes villes, hein, il en profitait pour trouver des endroits où on pouvait faire des photocopies pas chères, parce qu'on avait des petits moyens, et les week-ends à la maison, s'il pleuvait, eh bien on était chez moi, sur ma grande table, avec tous ces feuillets qu'on faisait, et voilà. Et on les assemblait, et ensuite on les agrafait en famille, les enfants, les petits-enfants, et on les pliait, tout ça dans des enveloppes aux gens qui étaient au CERT. Et d'autres déjà nous écrivaient en nous disant, on sait que vous écrivez ces bulletins, est-ce qu'on peut en avoir? Bien sûr. Et voilà. Et comme ça, il a une amie, Nicole Deve, qui était à Rennes-les-Bains, qui a travaillé quelques années à Rennes-les-Bains, une Anglaise, qui est repartie en Angleterre, et elle a continué à travailler avec Georges, et donc il y avait des recherches à faire dans des bibliothèques ou quoi en Angleterre, elle allait les faire, et c'était avec plaisir qu'elle lui a envoyé toutes ces photocopies, ou après, quand la civilisation est arrivée, par mail. Mais bon, ça, la civilisation et mon père, ils n'étaient pas passés au même endroit. Un jour, il a fait ce petit feuillet, jamais, c'est quelques dates importantes. 1147, 1148, parti en croisade pour Jérusalem, puis tombé gravement malade en cours de route, Roger Béziers de Carcassonne renonce. Voilà, et c'est plein de dates et plein de petits bouts comme ça qu'il mettait pour faire des petits pinceaux-bêtes, entre guillemets. Il a écrit encore un petit livre sur les Templiers et le château. Est-ce qu'il y en a vraiment eu ou pas? Voilà, ça c'est les recherches à faire.
Et ces années d'études, il avait vraiment envie de faire un livre sur les Templiers. Alors je ne sais pas si toi tu veux en parler, si tu avais prévu d'en parler. Non, tu peux y aller. Je peux y aller? Merci. Voilà, donc ça a vraiment été la consécration de 30 ans de recherche, de tout ça. Donc voilà, là, il y a des documents c'est le style de documents qu'on trouvait dans les archives, que lui arrivait donc maintenant à décrypter, et il vous les prenait, les documents là, et il les lisait, c'était impressionnant quoi. Et il était fier de ça, mais c'était pas une fierté vaniteuse. Il était heureux de ça, heureux de montrer aux gens comment il faisait pour reconnaître les lettres, quand il faisait des conférences, après la conférence ça durait des heures, parce qu'il parlait, mais avec vraiment un amour incroyable de cette région, de ce qu'il trouvait. Et contrairement à certaines personnes, quand ils trouvaient, ils partageaient. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont trouvé les secrets, ils ne les ont pas partagés, puis ils sont partis avec. Mais lui, vraiment, aimait partager et aimait aussi qu'on lui dise ben non, là, toi, tu as écrit ça, moi, je ne suis pas d'accord. Bon, d'accord. Et montre-moi pourquoi tu n'es pas d'accord, montre-moi des documents, explique-moi où je me suis trompée. Et voilà, c'était ça, Georges, c'était mon père. C'est quelqu'un qui a aimé la musique. Ça va revenir. Voilà. C'est quelqu'un qui, moi, toute ma vie, il a partagé. Tu veux pas parler un peu? Georges, j'ai eu le doigt la visite, la découverte de Prats de Moyo en Val-Espire, juste à la frontière espagnole. Prats de Moyo, après Céret, Amélie-les-Bains, Arles-sur-Tech, et qui est un patelin catalan dont son jus vraiment typiquement catalan quoi. On est allé se faire une bouffe là-bas. Visiter le bouquiniste qui est super, et on avait fini par une balade au col d'Arès, donc au-dessus de Prats, donc sur la frontière espagnole. Il y avait un drapeau catalan qui avait été planté là, j'ai fait une photo avec pour la publier sur internet et tout, j'étais content comme tout. Et voilà, au retour on s'était arrêté boire un coup à Quillan et c'était génial. Donc effectivement, la photo que vous avez là, c'est sur le Bugarache, le roc de la Beille, c'est rigolo parce que il a rendu hommage au curé réfractaire Henri Beille, et on a visité aussi pas mal, enfin à plusieurs reprises, ce rocher sur le Pec qui s'appelle la Beille, le roc de la Beille. Donc voilà, ça c'était en 2021, vous voyez, une des dernières sorties qu'on a fait ensemble. Et c'est sa dernière marotte pour le coup. Alors les Templiers du Bézu, on pourra y revenir un petit peu. Mais sa dernière marotte pour le coup, d'archéo pur, ça a été le menhir de Bugarache, que personne ne connaît. Alors ça l'amusait parce qu'il y a des gens, des chercheurs plus ou moins bidons, enfin je vais pas les citer, mais qui faisaient des pieds et des mains pour lui soutirer des informations, lui tirer les verres du nez. Oui alors, c'est où, c'est quoi, machin. Il les prenait pas au sérieux. Il y avait l'un d'eux dont il avait coutume de dire, celui-là, si je lui dis de creuser là, il creusera là. Voilà, j'en dis pas plus. Ce menhir, c'est impossible d'expliquer par où il faut y aller pour le trouver. Lui, il avait un indice qui le faisait rire, et il disait qu'il faut tourner à l'arbre folle. Il y a un hêtre qui part en bouquet, un peu en poulpe, qui est remarquable effectivement, en bord de chemin, et c'est un point de repère pour quitter le chemin, descendre dans la friche, c'est des hêtres, c'est très dense, c'est vraiment accidenté comme terrain, mais bon, ça se fait. Et là, il y a un menhir taillé dans la masse qui est vraiment impressionnant. Alors parmi ces plaquettes, pour le coup, il a farfouillé les archives pour exhumer la mémoire des Templiers catalans, aragonais catalans. Et c'est la clé pour le coup de l'histoire, le pataquès sur les Templiers du Bézu. Donc ça c'est... là, il n'y a pas grand-chose, hein. Ce sont des informations qu'on peut trouver par ailleurs, ou je ne sais pas par ailleurs si c'est pas lui qui les a sortis en premier néanmoins, sur la réhabilitation, ou plutôt la déclaration officielle par l'archevêché de Tarragone en 1312 de l'innocence des Templiers.
Et, Philippe le Bel avait réussi à faire arrêter, persécuter les Templiers en Espagne, enfin en Catalogne, en Aragon, par pression vraiment du clergé local, alors que les souverains catalans, aragonais n'en avaient rien à foutre, hein, ils étaient très proches des Templiers, et ils se doutaient bien que voilà, Philippe le Bel était de mauvaise foi. Ils ont cédé, ils les ont arrêtés, torturés, mais ils ont quand même tenu bon. En 1312, il y a eu un concile à Tarragone où il a été reconnu officiellement que les Templiers étaient innocents. Ce qui a poussé Philippe le Bel à accélérer la procédure pour en finir 2 ans plus tard avec les Templiers. Donc Georges avait relevé ça. Pour ce qui est du voilà, le pataquès des Templiers du Bézu, on l'a vu, l'énigme se trouve chez l'abbé Maurice-René Mazières, auteur de cette plaquette sur les Templiers du Bézu, que Gérard de Sède cite, évoque sa rencontre avec l'abbé Mazières à la fin de son livre sur l'or de Rennes, le trésor maudit de Rennes-le-Château en 67. La fin du livre, Gérard de Sède raconte qu'ils sont en train de discuter en buvant un cognac ou un armagnac inoubliable, et que Mazières lui dit « Bon, alors vous vous intéressez à tout ça Ouais. Bon, mais laissez-moi vous dire quelque chose, hein, c'est quand même quelque chose de dangereux, ça peut être risqué, Rennes-le-Château. » Le livre s'arrête là-dessus. Mazières était bien informé pour le coup, et d'après lui, alors il est patent à la lecture de ce fascicule que Mazières parle sur des sources orales, ce n'est absolument pas documenté, ce n'est absolument pas référencé, on n'aura jamais ces sources, mais il affirme que Philippe le Bel a fait appel à Pierre de Voisin, donc qui était le descendant d'un seigneur proche de Simon de Montfort quand ils sont arrivés dans le pays au début du XIIIe. Ce Pierre de Voisin a épousé une Jordana d'Aniort, donc du pays de Sceaux, et il a fait construire le donjon d'Arc. Et par Jordane d'Aniort, sa femme, il a eu des contacts privilégiés avec les Templiers du Masdéu, à côté de Perpignan, qu'il a réussi à faire venir pour discuter et parlementer, du coup, au Bézu, à Albedin. Et discuter de quoi? De leur velléité de se dresser contre le roi de France, en fait. Philippe le Bel a tout fait pour neutraliser ou verrouiller toute tentative d'insurrection des Templiers catalans aragonais contre lui. Surtout à partir de 1312, où les mecs sont officiellement innocentés, Philippe le Bel a craint que les Templiers d'Aragon de Catalogne se dressent contre lui et fassent tout pour libérer leurs frères emprisonnés et torturés sans raison en France. C'est pour ça qu'il y a eu des Templiers au Bézu. Voilà, ce qui n'a rien d'une présence officielle, ce qui n'a rien d'une présence réglementaire, on va dire, ni historique d'ailleurs, voilà, comme Georges n'a cessé de l'affirmer, et sur ce coup il avait raison. Donc il y a un double niveau de lecture, vous voyez. Voilà ce qu'on pouvait dire voilà, pour résumer l'essentiel de ces trouvailles, de ces acquis. Est-ce que Philippe, tu veux prendre la parole pour évoquer Georges également? Voilà. Tu as autre chose à dire, Véronique? Non, je crois pas. Non, enfin si, mais pendant des heures, mais je crois pas que vous ayez le temps, peut-être. Non, voilà, c'était quelqu'un qui a connu énormément de monde, énormément de choses. Il a fait partie des groupes de danse traditionnels dans le coin, il a fait partie de l'aquagym. Voilà, il a fait de la musique, il adorait Félix Leclerc, parce qu'il adorait le français, mon père, hein, et Félix Leclerc, pour ceux qui le connaissent, aussi aimait beaucoup la langue française, Raymond DeVos. Il a fait une soirée Félix Leclerc, où on a chanté, où on a lu des textes. Voilà, c'est quelqu'un qui était entier dans ce qu'il faisait, mais qui faisait beaucoup de choses. Donc, voilà, voilà, c'était aussi ça, mon père. Assis devant chez lui avec un accordéon. Voilà, alors il y a marqué une pièce où je vote Hollande. Voilà. C'était quelqu'un qui avait de l'humour. Pas pour tout le monde, mais c'était quelqu'un qui avait de l'humour. Voilà, personne ne l'a jamais croisé en costume avec une cravate. Peut-être le jour de son mariage, mais j'y étais pas, je n'avais pas été invitée. Et voilà, moi je l'ai connu avec toujours du monde autour de lui, avec la maison est grande, on rajoute une assiette, venez vous asseoir.
Et on parle donc des Templiers quand c'était des gens qui aimaient les Templiers, on parle de la région, et on passe des soirées. Chez lui, il y avait un four à pain, on allumait le four à pain. Les gamins du village qui sont grands et qui sont parents maintenant s'en souviennent, mais voilà, c'est quelqu'un qui a toujours aimé partager et qui manquera à beaucoup de monde. Ouais. Qui manque aussi au parage, parce que c'était un modèle de rectitude, d'intégrité. Il n'hésitait pas à envoyer chier les gens, soit qu'ils prenaient de haut, ou qu'ils posaient de fausses questions. Au salon du livre à Rennes, le château, en général, en fin de journée, il finissait par s'embouconner avec les gens soit qu'ils prenaient de haut, soit qu'ils prenaient pas au sérieux le travail, ou qu'ils posaient des fausses questions pour essayer de tirer les vers du nez, ou c'est un peu à la manière des francs-macs, là, qui prêchent le faux pour savoir le vrai, cette espèce d'hypocrisie puante. Il pouvait pas supporter ça. Il les envoyait chier, hein, espèce de con, cassez-vous, machin. Voilà. Bon, il avait aussi le tempérament anarchiste et bizarrement, malgré cet hommage à un curé réfractaire, il avait aussi un petit côté bouffeur de curé quand même, anarchiste. Notre-Dame, il voulait pas entendre parler, mais quand je lui disais que les Templiers quand même, ouais, ils avaient la foi. Hein. Ouais, ça servait à rien. Il a eu un rapport un peu ambivalent, ambigu avec les Templiers, tantôt à les défendre et à vouloir rétablir un peu leur honneur, et tantôt à dire, bon, finalement, est-ce qu'ils n'ont pas été que des brigands et des voyous comme les autres? Moi, il faisait un peu l'impression d'être un tout petit peu hésitant entre un aspect de foi, de dévouement et d'admiration vis-à-vis du temple, et un aspect très, très rebuté par voilà, les flots de sang et la violence dont ils ont été les auteurs, plus ou moins. Donc bon. Donc il était, voilà, c'était quelqu'un de voilà, pur qui cherchait vraiment la justesse, la justice, le point précis où tout s'harmonise et tout s'accorde. Donc voilà, c'était quelqu'un d'exemplaire, quoi, réellement, quoi.